Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.io. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Aujourd'hui, on est là pour un épisode qui va être une interview et j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro aujourd'hui Paul Marcombe. Paul Marcombe est Head of Data chez Nickel. Salut Paul, comment tu vas ? Oui, bonjour Vincent, je vais très bien, merci de m'inviter. Mais c'était tout le plaisir est pour moi. Paul, est-ce que tu peux te présenter brièvement avant qu'on parle un petit peu de Nickel pour ceux qui ne connaîtraient pas Nickel ? Mais Ouais. toi, qui tu es déjà ? Je suis responsable de la data effectivement chez Nickel depuis 5 ans. Peut-être Nickel, c'est une fintech. On permet à n'importe qui d'ouvrir un compte courant. Notre particularité, c'est que de l'ouvrir dans une agence, dans une agence bancaire, on peut l'ouvrir chez un bureau de tabac, chez un buraliste. Donc on rentre chez un bureau de tabac avec sa pièce d'identité, on peut ressortir en 5 minutes avec une carte Mastercard et un compte courant pour payer et être payé tout simplement. Donc on a séduit 3,5 millions de clients. On est en France, en Belgique, au Portugal, en Espagne et en Allemagne. Et voilà, moi je suis arrivé il y a 5 ans en tant que responsable de la data. Mon objectif, c'est de faire en sorte que n'importe qui chez Nickel puisse trouver les informations dans les données pour répondre à leurs besoins quant à leur activité. On ait des data analysts qui fassent des analyses plus ou moins avancées pour permettre de prendre des décisions, prendre des actions, et qui puissent même mettre en prod des algos data. Alors, tu sais que c'est assez extraordinaire parce que moi, j'ai fait un tout petit passage chez Nickel une année, je pense. C'était il y a 6 ou 7 ans. C'était au tout début de la boîte. Et le challenge qui nous avait été donné, c'était de faire l'infra qui permette de passer les 200 000 clients en Ouais, termes de volume. effectivement, on a passé la barre, largement. Et donc, c'est assez C'est vrai dingue quand même qu'aujourd'hui, vous soyez rendu à 3,5 millions de clients. que ça va très vite. Ouais. Ça va très vite. Et moi, j'avais été séduit par un petit disclaimer. Je suis toujours client Nickel, d'ailleurs. Et j'avais été séduit quand même par un point super important qui était de permettre de donner une carte bancaire à des gens dont le système bancaire ne voulait plus entendre parler, quoi. Et Exactement, ouais. c'était une promesse au départ qui était super intelligente parce que finalement, c'était il y avait une faculté à enlever cette exclusion par ces gens qui étaient reclus, repoussés en dehors du système bancaire traditionnel. Et c'était clairement dû à un facteur que moi j'avais trouvé aussi très intelligent, qui était qu'aucune transaction ne pouvait se produire sans que si le compte n'était pas en mesure de couvrir la transaction en question. Et ça, c'était vérifié en temps réel. Et c'était un vrai sujet, je me souviens, technique assez conséquent sur lequel on avait travaillé avec les fondateurs de la boîte. Je me souviens de ça. Mm. Donc tu dis aujourd'hui, ta mission, c'est de faire que la data puisse être utilisée par n'importe qui dans la boîte. Exactement. Alors, ça se fait de façon humaine et puis technologique. Quand je suis arrivé, il y avait 3 personnes qui étaient en centrale, sous l'équipe que je dirigeais, responsables de répondre à toutes les demandes data de toute la boîte, c'est-à-dire fournir des chiffres, faire des dashboards, des reporting, et puis faire des analyses plus ou moins poussées et faire des algos. C'était bien de démarrer avec une équipe centrale comme ça, au démarrage quand je suis arrivé, mais plus on grossissait, plus on devenait un goulot d'étranglement, et plus on perdait en potentiel de la data, parce que si on travaille en mode ticketing avec des gens qui nous font des demandes et qu'on se met en mode de fournisseur de chiffres, on n'atteint pas tout le potentiel de la data. Donc l'objectif, ça a été de passer sur une organisation hybride avec des data analystes qui sont embarqués dans les équipes et d'avoir toujours une équipe centrale forte qui permet d'animer cette communauté de personnes qui sont détachées, qui sont embarquées dans les équipes
pour faire en sorte que le travail de chacun profite à tous et pour faire en sorte que ces personnes soient efficaces. Donc on a aujourd'hui 28 data analystes qui sont répartis dans les équipes et qui peuvent tout faire, de la collecte de données dans le data warehouse, à l'exposition pour les autres tribus, la documentation, les tests de qualité, les analyses évidemment, mais eux-mêmes, ces data analystes qui savent faire du SQL et de la visualisation, ils sont capables de mettre en prod des algos data qui vont permettre par exemple de personnaliser le contenu à l'intérieur de l'application mobile, des algo data qui vont permettre d'envoyer des notifications en temps réel aux clients sur n'importe quel événement, ou qui vont pouvoir scorer un paiement pour voir s'il y a une suspicion, s'il y a un risque de fraude pour pouvoir bloquer éventuellement le paiement s'il y a un risque de fraude trop élevé, etc. Donc voilà, on a 28 data analysts qui sont répartis partout, toutes les équipes. On est Il y en a quand même entre pardonne-moi, mais on est quand même, tel que tu décris la fonction, dans le haut du spectre du data analyst, puisque tu dis, ce sont des gens qui sont capables déjà de créer des datasets, d'exposer ces datasets à d'autres personnes, de mettre en place un algo pour pouvoir faire un scoring de transactions. C'est quand même, on est presque sur du data engineer, quoi, dans ces En définitions de fait, job. c'est le choix qu'on a fait, nous, de faire en sorte que les data analysts aient la main sur tout. C'est comme ça, grâce à ça, on n'a plus du tout de goulot d'étranglement et on a la capacité de scaler énormément. Et en fait, ça, on arrive à le faire parce qu'on crée des outils pour eux. Ces outils qui sont faits en centrale vont faire en sorte que ça va être très simple pour eux de collecter des données. Ça va être juste de la configuration dans une app. Ça va être simple de faire de la transformation parce qu'ils vont faire ça en SQL en DBT. Et ça va être simple de mettre en prod des algos parce qu'ils vont aussi le faire dans de la configuration des apps avec du SQL, que ce soit des algos de batch ou des algos de temps réel. Donc, bon, donc grâce à cette technologie, on a la capacité de donner la main à ces personnes-là pour être autonomes, tout en faisant en sorte d'avoir la vision globale, que tout le monde travaille exactement de la même façon, parce que tout le monde travaille dans les mêmes applications, et que on a une traçabilité de tout ce qui se fait. Donc voilà, après c'est un choix. Les data analysts du coup passent moins de temps à faire des analyses, et passent aussi du temps à collecter, transformer, exposer aux autres. Ils sont très autonomes dans leur périmètre à eux et avec une capacité aussi de pouvoir accéder à tous les autres produits data qui sont faits par d'autres Exactement, en squads, termes entre de, guillemets. Je sais pas si c'est le terme que vous avez. on a un unique outil pour tout ce qui est collecte de données, donc tout le monde a la visibilité dessus et tout le monde peut contribuer dedans. Après, on a DBT, on a un unique projet DBT avec un unique projet Git qui est découpé sous dossier, chaque dossier pour chaque équipe, pour chaque tribu. Donc chaque équipe est responsable de son dossier, mais n'importe qui peut voir les dossiers des autres équipes. N'importe qui peut faire une demande de contribution dans les dossiers des autres équipes. Ah ouais, Donc, d'accord. Ok. donc ça leur permet d'avoir la visibilité globale, de pouvoir contribuer sur tout, mais d'avoir quand même une responsabilité. Et les équipes sont responsables de valider les merge requests dans leur dossier. D'accord, ils valident les merge requests dans leur dossier. Ok, Exactement. donc j'imagine vous avez fait un peu de GitHub Automation, un truc comme ça Exactement, ouais. pour pouvoir scanner quand il y a une merge request, vérifier qu'elle est bien dans le dossier de la personne qui a le droit de la valider. Mhm. Tout Euh, à fait. Ah, Donc super, super. Donc, vous avez donc résolu le problème de l'enfer du DBT multi-projet qu'on n'arrive pas à réconcilier, sur lequel il y a des incohérences parce que les sources sont pas définies de la même manière dans ces multiples bah ça projets. c'est aussi l'avantage de l'équipe centrale, c'est que on a des personnes qui sont dédiées, c'est les analytics engineers chez nous, c'est pas eux qui font la transformation, c'est eux qui animent la communauté pour que la communauté se mette d'accord sur les conventions, sur la façon dont on va organiser les données, dont on va créer des sous-dossiers qui vont définir des conventions de nommage, et ceux qui vont faire en sorte d'animer cette communauté pour que tout le monde travaille bien de cette façon-là et vérifie que tout le monde le fasse bien. Donc on a Excellent. des rôles dédiés dans cette équipe centrale pour ça, qui vont en plus, par exemple, créer un championnat sur la qualité des données, par exemple, un championnat qui a été fait l'année dernière, qui va gamifier l'envie de documenter, de mettre des tests unitaires, et ça, en plus de booster la communauté, ça a des effets énormes, puisqu'on est passé, par exemple, sur la description, sur l'ownership et sur les tests unitaires, on est passé de 30% des modèles qui avaient tout ça à 90% en quelques mois grâce à ce Donc, championnat. un niveau de couverture en termes de tests là
qui devient un vrai enjeu. Et puis le challenge fait que, enfin, globalement, la communauté progresse, quoi. Donc c'est effectivement tout bénéfice pour tout le monde. Et puis j'imagine que les bonnes pratiques se contaminent assez facilement en faisant ça. L'autre façon de faire aussi, c'est qu'on a il faut quand même se rendre compte que les gens ils sont éclatés dans plein d'équipes. Donc il peut y avoir entre 1 et 5 data analystes par équipe. Mais souvent, ils peuvent faire un ou deux. Donc on a aussi des pair programming le mardi matin entre tous les data analystes où ils vont prendre des petits sujets à traiter. Le but, c'est de prendre un sujet qu'on est capable de traiter en une demi-journée. Ils vont se mettre à 2 ou 3 autour de la table pour le traiter ensemble. Et ça, c'est un accélérateur énorme pour effectivement diffuser les pratiques. Ouais, ouais, j'imagine bien. Ouais. J'imagine bien que là, effectivement, ça permet de faire des choses où où ça prend, où ça accélère. Et au final, tu as probablement des équipes dans lesquelles les niveaux de maturité sont en avance sur d'autres. Et est-ce que vous avez des équipes sur lesquelles vous testez des choses au préalable et puis sur des périmètres plus restreints et puis vous généralisez après? C'est Oui, c'est comment? assez naturel. En fait, maintenant qu'on est assez nombreux, on a même donc on a une communauté de data de 40 personnes qui font de la data à plein temps. On a aussi 200 personnes qui font des requêtes sur BigQuery tous les mois, juste pour se rendre compte. Sur 800 employés, il y a 200 personnes qui font des requêtes sur BigQuery tous les mois. C'est combien d'employés au total chez Nickel là? 800. 800, et donc vous avez sur les 800, 200 personnes qui mettent les mains dans la donnée et font des requêtes Exactement. directement sur BigQuery. Ouais. C'est-à-dire, quand tu dis directement sur BigQuery, ils ont un outil pour faire des requêtes devant Soit sur la console, soit sur Looker Studio, ils peuvent faire des requêtes en faisant les glisser-déposer d'une table qu'ils explorent, par exemple. Ouais, donc ça fait quand même une culture data. T'as globalement 250 personnes Et sur c'est, 800. ouais, quand je dis 200, c'est 200 qui inclut les 40, hein, donc c'est Ce bien qui inclut 200. les 40, ouais. Mais t'as quand même un quart de la population de la boîte Mm. qui est je vais pas dire data fluent, mais avec une grande capacité à directement résoudre ses problèmes avec la data, Exactement. ce qui est quand même waouh, ce qui est quand même assez impressionnant. Il doit pas y avoir beaucoup de boîtes qui ont une telle, même des boîtes tertiaires, hein, qui ont un tel ratio de population qui ont capacité à faire des choses là-dessus. Et puis donc dans les 40, effectivement, il y en a qui ont différentes maturités. Ça arrive qu'on est recruté dans des équipes, un data analyst seul, où ils sont deux, mais ils sont plutôt juniors. Et dans ce cas-là, la personne qui va valider les merge requests, c'est l'analytics engineer en centrale, par exemple. Donc il y a une volonté d'autonomie de tout le monde, avec effectivement des degrés. Et au démarrage, en étant junior, on n'a pas la capacité de valider les merge requests, et puis après, on l'obtient, et on peut le faire. Donc, et puis après, effectivement, on a 40 personnes qui font la data à plein temps. On s'est créé, on a ces points hebdo avec toute la communauté de 40, puis on s'est créé une sous-communauté de data lead, on l'appelle, où on va se retrouver plutôt à une personne par équipe, à ensemble définir un peu le futur de la data chez Nickel, une fois toutes les 2 semaines. Donc évidemment, après, il y en a certains qui vont vouloir tester des choses et on va commencer par eux. Et si jamais ça marche, on va le diffuser aux autres équipes. Ouais. L'objectif, c'est quand même de réussir à faire en sorte que ça soit pas descendant du central vers le, vers le reste de la communauté, mais que ce soit vraiment cette communauté de data lead de pairs qui ensemble ont décidé quel va être le futur de la data. Ouais, ça doit générer une dynamique super intéressante de ce point de vue-là parce que effectivement les demandes d'évolution, et c'est toujours un truc, faut freiner l'enthousiasme pour éviter que ça parte dans tous les sens, mais faut en maintenir pour qu'il y ait cette émulation et cette monte, que la mayonnaise continue à monter perpétuellement. Et ça, c'est super intéressant. Tu parlais tout à l'heure de les gens ont pris le lead sur le fait de définir leur dataset. Donc, ils les opèrent au travers de DBT, donc avec une capacité à faire que tout ça soit structuré une certaine C'est normalisation, pardon, je c'est cherchais le ça, oui. terme, avec une certaine normalisation, un certain nombre de règles de bonne gouvernance et j'allais dire de savoir-vivre ensemble par rapport à la data. Euh, et tu disais aussi, les gens sont autonomes pour aller construire leurs tests. Alors, dans la data, c'est la même chose que dans le développement. Aller faire des tests, c'est pas le truc le plus implicite pour tout le monde.
Comment vous faites pour que On va les pas très gens... loin en réalité sur les tests. Ce qu'on impose, c'est qu'à minima, il y a un test d'unicité par modèle, TBT, et par D'accord. source. Et ce qu'on impose, c'est que pour toutes les colonnes qui ont peu de modalités, il y a un test d'acceptabilité sur ces modalités. Par exemple, si c'est une colonne homme-femme, on va avoir le test est-ce qu'on a bien homme ou femme. D'accord. Et en fait, on se rend compte que rien que ça, c'est très très simple à mettre en place et ça apporte déjà beaucoup. Ça rassure et puis ça permet de détecter des choses qu'on n'avait pas imaginées avant avec des doublons qu'on avait sur certaines tables. Et puis en plus, ça permet de documenter les données. Dans les organisations que moi je croise qui ont ce problème de qualité de données, on se rend compte que la traçabilité, c'est souvent quelque chose de pas évident à aller chercher. Est-ce que vous avez commencé à regarder ou voire mis déjà en œuvre des add-ons à DBT? Je pense à je vais le trouver. C'est évidemment au moment où tu veux le sortir que tu le trouves pas. Redata ou DBT Power User, non, peut-être, sur non, VS non, non, Code? non, non, je pensais aux outils justement très liés au testing de data. Euh, Elementary, peut-être? Elementary, merci, Ouais. voilà, c'est ça, nous on l'utilise et tu vois, je m'en souvenais même plus du nom. Elementary, est-ce que vous avez commencé à regarder, voire déjà utiliser ce genre d'outils pour pouvoir, enfin, entre guillemets, faire de la traçabilité et puis être capable de dire, de donner des indicateurs de niveau de qualité des datasets ou... Assez peu en réalité. On s'est contenté de ces tests duplicat et note nulle aussi, et puis tests de modalité. Ce qui est intéressant effectivement avec ces outils, c'est que ça permet de voir notamment détecter des anomalies dans des volumes ou dans des métriques. Hmm. Aujourd'hui, on n'a pas trop de souffrance en réalité. Donc bien sûr, on regarde ces outils et on se dit qu'on pourrait les utiliser, mais on n'a pas encore eu en réalité beaucoup de souffrances qui nous ont fait dire qu'il fallait qu'on regarde plus ces outils-là. Ouais. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'effectivement, quand tu as une population qui est très fortement impliquée dans la génération de la data et dans le management de sa data, ce niveau de défiance qu'il pourrait y avoir dans les datasets des autres, tu l'as moins. Et Puis c'est en vrai. fait, le fait qu'il y ait beaucoup de consommateurs aussi fait qu'on va très vite détecter des aberrations. Et en fait, Ouais, plus t'as de consommateurs, plus tu vas avoir des datasets de qualité au final. hum, c'est clair, ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Et aujourd'hui, vous n'avez pas cédé aux sirènes parce que de plus en plus, on entend les gens dire, ah, on met DBT, hein. SQL Mesh, c'est vachement mieux. Mais en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est que si on démarre, on peut se poser la question. Une fois qu'on a déjà tout qui est en place, Bah oui, bien le coût de sûr. changement est tel que on a. Bon, c'est sûr que par exemple, nous, ce qui nous intéresse, qu'on aimerait regarder cette année un petit peu mieux, c'est le column level lineage. Il y a un problème avec DBT, c'est que on essaie de créer des tables qui sont par exemple très larges pour qu'elles soient Bien accessibles à plus de sûr. monde possible. Le problème, c'est du coup, il y a énormément de données qui en dépendent. Et du coup, bah, ça brouille complètement le level lineage au niveau d'une table. Parce que si on change quelque chose qui va changer cette table-là, on va voir, ça va pisser du rouge partout. On a l'impression qu'on va tout changer, toutes les modèles de la boîte. Alors qu'en réalité, si on change juste une petite colonne, il n'y a pas grand-chose qui devrait Ouais, être ouais, impacté. et puis t'as 9 exploitations sur 10 de la table en question qui seront pas impactées par Exactement. par ce petit changement qui est à la marge. Et c'est un peu dans le data product management, dans les data contracts, là, c'est un peu la difficulté que nous, on a rencontrée chez des clients, ce qui était effectivement de dire, oui, d'accord, c'est une table, mais elle a une dizaine d'incarnations différentes et de perceptions différentes de vis-à-vis des clients. Et ça peut se faire sur les colonnes. Et nous, on a aussi vu chez certains cas de figure que ça pouvait se faire sur le grain, sur le niveau Mhm. d'agrégation qu'on Mhm. pouvait avoir dans Mhm, je comprends. l'utilisation de cette table. Mais Pour... voilà, là, on est plus dans une idée de regarder les extensions qui existent, VS Code, par exemple, de DBT, qui permettent d'avoir ces colonnes level lineage. On n'a pas trop regardé encore, mais on sait que ça existe. Plutôt que de se dire, on va changer tout le moteur et passer sur du SQL Mesh. Ouais, ouais. Alors, déjà, je pense que moi, j'ai pas encore regardé, mais le fait de passer à la moulinette d'un SQL Glot, les, les différents modèles doit commencer à pouvoir faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que
dois pouvoir commencer à réellement faire, être capable de parser très finement le SQL et de pouvoir derrière ressortir des choses assez précises de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que oui, c'est aussi pareil, quoi. Nous, on a fait partie des early adopters, si je puis dire. Enfin, c'est peut-être un peu excessif de parler d'early adopters, mais enfin, du moins, on l'a adopté avant le gros du marché, ce DBT. Et pour le coup, on s'est bien rendu compte que aujourd'hui, on va pas aller voir nos clients chez qui il y a plusieurs centaines de modèles. Je crois qu'on a des clients qui ont 500 modèles différents, quoi, euh, dans leur DBT pour leur dire et on va basculer sur SQL Mesh, quoi. Ça me semble totalement hors de portée. Je pense qu'il faudra mieux ajouter des outils complémentaires à DBT pour Et puis pouvoir. l'écosystème, il est assez riche en réalité, hein, donc Ouais, c'est ça. On compare toujours SQL Mesh avec le DBT de base. hmm. Le niveau d'extension dont peut bénéficier DBT. Je pense à DBT Expectation, je pense à plein de choses comme ça. Fait que le DBT peut être, si on regarde avec en superchargeant DBT, en superchargeant SQL Mesh, à mon avis, le résultat avec DBT, il est bien meilleur que ce qu'il peut être avec uniquement SQL Mesh, quoi. Donc c'est toujours là où je suis très méfiant sur ces comparaisons idolâtres presque Hmm, hmm. de SQL Mesh. On les a vus fleurir ces derniers temps. Et je suis quand même un petit peu méfiant de ce point de vue-là, quoi, pour être très clair. Excellent. Ouais. Alors, d'un point de vue techno, vous êtes des gros users BigQuery chez vous. Effectivement, toute la stack data est sur GCP. Donc on utilise BigQuery, on duplique toutes nos données dans BigQuery pour faire toutes nos analyses. On va aussi utiliser BigQuery pour faire nos algos qui vont tourner en batch. Donc quand on veut faire un algo de lutte contre le blanchiment d'argent qui va targeter toutes les transactions, tous les événements des clients pour essayer de voir s'il n'y a pas une suspicion de blanchiment quelque part pour générer des alertes, et ben on va le faire par-dessus BigQuery. Euh, Directement en BigQuery ML, tu fais ce genre de choses-là? ouais, sous BigQuery SQL hein, pour faire des règles métiers ou BigQuery ML quand on a besoin de faire du machine learning, effectivement. Ouais. Donc nous, on a créé des outils par-dessus, des interfaces web qui permettent en fait aux data analysts de configurer des algos. Mais finalement, un algo, c'est rien d'autre qu'une requête SQL, que ce soit une règle métier SQL ou que ce soit du machine learning avec BigQuery ML, effectivement. Donc on va avoir ça, sur la stack data, on va pas mal avoir ça, et puis on va faire aussi du temps réel. Comme je disais, on va permettre de personnaliser le contenu dans une application mobile. Donc au moment où je me connecte sur mon app, en Ouais. fonction de mon comportement, il y aura des calculs qui vont être faits en temps réel, en fonction des algo data qui vont être configurés par les data analysts pour afficher ou non certains types de contenus personnalisés. Et donc du coup, pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin de pas travailler sur BigQuery, de pouvoir travailler sur Bigtable, qui est une base de données Big Data comme BigQuery, mais qui est différente. À la différence de BigQuery qui permet de faire des calculs sur des énormes volumes de données, Bigtable va être extrêmement efficace pour aller récupérer une donnée très précise. Par exemple, le profil d'un client. Ou Ok, par excellent. exemple, ou par exemple, tous les événements du client sur les 24 dernières heures, par exemple. Et donc voilà, on va avoir toutes les données qui vont être à la fois dans BigQuery et à la fois dans Bigtable. Et au moment où il y a un événement qui va arriver, on va avoir des API qui vont être déployés sur des Cloud Run qui vont recevoir cet événement, regarder s'il y a des algos qui ont été définis pour ce type d'événement-là euh, euh, par les data analysts, faire les calculs et retourner une réponse. Et donc on a un moteur de calcul configurable par les data analysts qui fonctionne en temps réel. On a aussi un batch qui permet de faire cette personnalisation de contenu sur l'application mobile, qui permet d'envoyer des notifications ciblées aux clients sur n'importe quel événement ou qui permet de faire du scoring de transactions sur de la fraude. Dis-moi, la- à l'époque où j'avais bossé pour Nickel, et c'était d'ailleurs l'objet de la mission que j'avais fait, on avait mis entre guillemets, le système transactionnel, on l'avait basculé sur des clusters Cassandra. Oui, et c'est toujours le cas, ouais. Effectivement, C'est encore toujours le aujourd'hui, on est cas. sur Cassandra. Ouais. Et donc, quand une data était écrite dans Cassandra, je me souviens, je crois qu'on l'envoyait via un pub sub, on l'a poussé dans un pub sub pour qu'elle puisse partir justement dans le monde GCP. Donc, et donc là, cette donnée, quand elle arrive vers le monde GCP, vous l'écrivez en Y à la fois dans BigQuery et à la fois dans Bigtable pour pouvoir avoir un profil Ouais. utilisateur. Ouais. Et à la fois en Y parce qu'elle va arriver à la fois sur Cloud Run et pour
éventuellement envoyer des notifications. D'accord. Ok, pour être traité, pour avoir un Ouais, handler en temps réel de cet exactement. événement de data qui arrive. Exactement. Waouh. Donc, ouais, Voilà, ouais, la force qu'on a fait, c'est qu'on a, tout à l'heure, je disais, on a fait des apps, une UI, des apps web simples où les data analysts configurent des algos batch. Donc, je donnais l'exemple du blanchiment d'argent, on va cibler toutes les transactions, on va envoyer des alertes. Donc, c'était du SQL, c'était parti BigQuery. Et là, on a réussi à créer quand même une interface avec du SQL, qui est disponible pour les data analysts dans la même interface. Sauf que la différence, c'est qu'au lieu de travailler sur BigQuery, ça fait travailler sur des événements qui sont récupérés de Bigtable. ouais. Donc, le but, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on a 28 data analysts dans les équipes, ils savent faire du SQL, et ce qu'on veut, c'est qu'ils aient la capacité de déployer des algos. Donc on leur donne une interface SQL pour pouvoir faire ça soit en batch, soit en temps réel. Et donc, il y a ce petit moteur d'event processing qui est capable d'appliquer n'importe quel algo, c'est-à-dire que un utilisateur crée l'algo et après, cet algo, il rentre dans la pile de choses à travers desquelles passent les événements quand ils arrivent, quoi, en fait. Exactement, ça. Ouais. Waouh. Sinon, et ça, pour le coup, si on reboucle l'intégralité de la chose, ces algos, ils ont capacité à réécrire des datas, j'imagine, dans BigQuery pour que vous puissiez faire de l'analytique sur la data qui a Absolument, ouais. été générée derrière, mais surtout dans la partie Edgebase, enfin, pas Edgebase, Ouais, Bigtable. Bigtable, ouais. Ouais. Oui, c'est important. Par exemple, quand j'envoie une notification, on n'a pas envie de renvoyer deux fois la même notification, par exemple. Ouais. Bien sûr, on a créé ça dans Bigtable et ça fera partie du contexte qui sera rechargé la prochaine fois il y aura un événement pour ce client. Ouais, donc effectivement, derrière, tu arrives à boucler et tu arrives à réinjecter dans le profil utilisateur n'importe quelle info qui puisse Mm. être utilisable par le front derrière. Donc ça, Et techniquement, comment ça marche? En fait, on peut pas en temps réel faire des calculs sur des temps très très longs. Ou alors, il faudrait calculer des accumulateurs d'agrégats et les mettre à jour, et c'est des choses qui sont assez difficiles à faire. Donc la façon dont on travaille, c'est que au moment où il y a un événement qui arrive, on va récupérer tout le contexte en cours, par exemple tout ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures sur le compte du client, plus on va récupérer son profil qui va être calculé sur BigQuery toutes les heures, par exemple, où là, pour ouais. le coup, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des scores d'appétence avec du machine learning, on peut faire des calculs sur 6 mois d'existence, sur toute la vie du compte. On calcule ça, on fait une requête, c'est une requête BigQuery qui ressort ça avec une ligne par client, et toutes les heures, c'est dumpé sur Bigtable. Ce qui fait que maintenant, j'ai un nouvel événement qui arrive. Non seulement je suis capable de récupérer tous les événements des 24 dernières heures du client, plus n'importe quoi qui a été calculé sur un temps très long sur BigQuery. Excellent, excellent. Ouais, non, c'est quand même une sacrée stack data, même si vous êtes nombreux. Tu as parlé des analystes là, et en termes d'engineering, vous avez des gens qui justement On a en du coup des sont. développeurs parce qu'on crée des apps. Donc on a deux développeurs d'applications web, un platform engineer qu'on appelle platform engineer qui travaille plutôt sur cette partie back-end temps réel ou sur l'intégralité de la plateforme GCP. Et puis on a un data engineer qui va s'occuper de faire des jobs custom d'ingestion de données d'export de données, et qui va créer des outils pour que les data analysts soient autonomes pour faire des ingestions et des exports de données. Donc finalement, on a assez peu de monde en ingénierie par rapport à ces applications qui sont assez critiques. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Le ratio, il est quand même très orienté vers l'usage et finalement peu de monde pour créer Mm. les stacks en interne. Et d'un Avec des point de choses qui vue, sont, enfin, il y a un data engineer qui fait des imports custom et des exports custom et qui crée des outils, mais ouais, il crée des outils pour me permettre aux data analysts de faire n'importe quel export. Par exemple, on n'est pas une banque, on est une fintech, on a un institut de paiement, mais on a beaucoup d'exports réglementaires à envoyer aux différentes banques nationales des pays, la Banque de France par exemple, et c'est les équipes, c'est les data analysts qui sont capables de faire ces exports réglementaires dans les outils qu'on leur met à disposition. Donc avec un seul data engineer, on est capable de faire toute la collecte de données, tous les exports de données. Je crois qu'on a 500 exports qui sont schedulés par les data analysts. extraordinaire, extraordinaire. Non, mais c'est excellent. Et, on voit bien que la data, elle est au centre de la création de valeur de la boîte. Euh, comment ça, le management, il est, parce qu'on dit toujours le management, entre guillemets, faut qu'il s'approprie la chose, quoi.
Tu veux dire la Euh, direction d'entreprise? ouais. Ouais. Comment est-ce que elle est justement sensible à ça? Bah en fait, quand Elle je vous suis arrivé il y a challenge sur le 5 ans, sujet aussi? quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'avais pas, j'ai pas affiché un plan stratégique de partir à 40 personnes qui font de la data à plein temps et 200 personnes qui feraient des requêtes BigQuery 5 ans plus tard. C'est toujours pareil, c'est qu'on se crée itérativement succès par succès et c'est fort de ces succès qu'on crée la confiance et qu'on crée la légitimité pour en créer d'autres et que du coup on peut recruter pour créer d'autres succès. Donc ça s'est fait de façon très itérative. On a commencé quand je suis arrivé, on avait une équipe centrale, et puis on s'est dit on va changer d'organisation, on va se passer d'une organisation hybride avec des data analysts répartis dans les équipes. Donc on a commencé par un data analyst dans une équipe et c'était extraordinaire. Et puis on en a pris un deuxième. Ça a super bien fonctionné. Et puis au final, voilà, aujourd'hui on a 28. Ouais, tout le monde a voulu avoir sa capacité analytique, Oui, voyant que ça marchait super bien chez les voisins, et c'est finalement la conviction par la démonstration, quoi, qui est justement. clairement. Puis la chance qu'on a aussi, c'est que Nickel était une boîte en croissance. Donc Oui, c'est sûr que c'est plus facile dans ce sens-là. c'est toujours plus facile dans ce sens-là, effectivement, ouais, c'est clair. Et tu as souligné la capacité à créer de l'outillage. Et toi, tu as pas forcément créé de l'outillage que pour Nickel. Tu as aussi, il y a pas mal de monde qui doit peut-être te connaître par certains faits d'armes que tu as fait en open sourçant certains morceaux de votre tooling. Le plus connu, c'est effectivement la bibliothèque de fonctions que tu as créée pour BigQuery. Euh, Parle-nous un petit peu de comment ça a démarré Ouais, BigFunction. oui, en fait, comme tu dis, j'ai commencé par créer beaucoup d'outils pour Nickel, toutes les interfaces qui permettent d'être analyste, d'être autonome pour faire beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, je suis devenu manager de manager, donc j'avais moins la possibilité de mettre les mains dans le cambouis, il fallait moins que je le fasse. Et par ailleurs, j'avais l'envie de faire en sorte de passer à l'échelle et de faire en sorte que pas uniquement les data analysts de Nickel aient plus de pouvoir, mais que les data analysts du monde entier aient plus de pouvoir. Et donc, je me suis posé la question de comment faire ça et j'ai commencé un projet, un side project open source qui est effectivement Big Functions, qui est un catalogue de fonctions par-dessus BigQuery pour donner plus de pouvoir aux data analysts, pour faire en sorte qu'ils aient la capacité de pas réinventer la roue et d'utiliser des fonctions existantes et gagner du temps, pour faire en sorte qu'ils aient la capacité de pas avoir besoin de demander à des data engineers de faire des développements pour eux, mais que ils aient une bibliothèque de fonctions qu'ils puissent utiliser directement et qu'ils puissent eux-mêmes activer les données comme nous on a pu les faire chez Nickel. Voilà, donc j'ai démarré ça il y a 1 an et demi, BigFunctions. C'est un projet open source. Aujourd'hui, c'est des fonctions par-dessus BigQuery. Il y en a un peu plus d'une centaine, je pense, 110 qui sont disponibles. C'est à la fois des fonctions qu'on peut utiliser directement depuis son propre projet GCP sans installation, mais c'est aussi un framework, un peu à la DBT, où chaque fonction va être définie par un fichier YAML et avec une ligne de commande, ce qui va nous permettre de redéployer ou de retester un local ou de régénérer une documentation, n'importe laquelle de ces fonctions, mais sur son propre catalogue chez soi. D'accord. Donc Ouais. ça va permettre, comme pour DBT, de pouvoir m'avoir toutes les bonnes pratiques de software engineer, d'avoir n'importe qui peut contribuer pour créer une fonction, puis avoir une pipeline de CI/CD qui va lancer les tests, avoir une personne qui va valider le code de la fonction avant qu'elle soit mergée et que ça la déploie automatiquement et que lors de ce déploiement, ça génère le portail de documentation avec le catalogue des fonctions de l'entreprise. Donc, ouais, les fonctions, elles sont diverses et variées en fait, hein. Ça peut être des fonctions très utilitaires. Est-ce qu'un email est valide? Est-ce que la date de ma vente est un jour férié ou pas? Mais ça peut être aussi des fonctions qui vont être des transformations que le data analyst peut pas faire tout seul. Nous, par exemple, on a un exemple, c'est que on a l'adresse des clients qui ouvrent des comptes, des prospects, puis on aimerait bien leur envoyer un email en leur indiquant le point de vente le plus proche. Ben voilà, on a besoin de convertir l'adresse en latitude-longitude. C'est une fonction qui est pas directement accessible à un BigQuery et qui est disponible dans ce catalogue de fonctions. Et on a même la possibilité d'envoyer directement le mail dans une autre fonction. Donc, et puis enfin, ce qui est intéressant, c'est que chaque entreprise a son propre catalogue d'API. Et là, ce qui est intéressant avec ces fonctions, avec ce catalogue de fonctions internes à l'entreprise, c'est qu'on peut créer facilement un wrapper
par-dessus le catalogue d'API de l'entreprise pour permettre aux data analysts d'appeler n'importe quelle API de l'entreprise. Je donne un exemple qu'on a chez nous. On a des points de vente, c'est les buralistes, qui ont un certain stock de cartes à vendre, et puis parfois ils arrivent en rupture de stock. À un moment donné, on s'est posé la question de comment diminuer ça. Et la façon dont on a trouvé, c'est qu'on a des data analysts qui ont été en capacité de prédire, grâce à un algo de machine learning, quand est-ce que le buraliste va bientôt être en rupture. Et grâce à une fonction qui expose l'API de commande de cartes, de commande de stock chez les buralistes, il a été capable tout seul, lui, dans la même requête SQL, de commander des cartes pour les buralistes qui allaient bientôt être en rupture. Donc là, on atteint donc un nouveau niveau avec les data analysts qui sont non seulement capables d'identifier des problèmes, de comprendre des problèmes, de les chiffrer, de proposer des solutions et de faire des recos, mais en plus, qui vont être capables de prendre des actions eux-mêmes Ouais, c'est assez dingue, hein. En termes de boucles et de cycles. Les fonctions pour BigQuery, c'est quelque chose qui se fait comment? C'est un DDL où on écrit en SQL la fonction avec les paramètres du code qu'on appelle de manière sous-jacente, c'est ça, hein? Donc chaque fonction est définie à un certain standard qui est défini en YAML, avec un nom, un auteur, une description, des entrées-sorties qui sont définies avec des descriptions. C'est ça qui va nous permettre de générer automatiquement le site de documentation, mais c'est aussi ça qui va nous permettre de pouvoir lancer les tests unitaires sur la fonction en mettant les entrées-sorties, et du code. Le code, ça peut être du SQL, ça peut être du JavaScript, mais ça peut être aussi n'importe quel code qui s'exécute sur des serveurs, parce qu'avec BigQuery, on peut avoir des fonctions remote qui vont s'exécuter sur du Cloud Run ou de la Cloud Function. Ah, c'est Donc ça, on peut voilà. avoir n'importe quel code Python qui tourne. Ouais, c'est ça. Si c'est dans le runtime BigQuery, c'est-à-dire si c'est dans les moteurs BigQuery, c'est du JavaScript ou du SQL. Et sinon, si on veut le mettre en distant, faut encapsuler ça Ouais, mais du coup, ça va être transparent pour l'utilisateur parce qu'il va juste dans son champ YAML, dans son champ code, soit mettre du JavaScript, soit mettre du Python, soit mettre du SQL, et que ça va se déployer au bon endroit. Ouais, excellent. Excellent. Ouais, ça doit être quand même un truc avec un niveau de flexibilité complètement dingue. Alors après, c'est un peu comme les conteneurs qu'on peut voir se multiplier dans certains environnements. Ça nécessite petit peu de gouvernance et un petit peu de gérer le catalogue en question pour. Bah, c'est pour ça que ce que j'aime bien avec ce projet-là, c'est que chaque entreprise interne peut se déployer son propre catalogue. Il y a un système, tout est mettable sur Git, donc on peut avoir un système de validation des merge requests. On peut même avoir quelqu'un de la sécu qui va vérifier le déploiement, ou quelqu'un de l'équipe centrale qui va vérifier le contenu de la fonction avant qu'elle se déploie. Et donc, et puis après, ça va automatiquement générer un site de documentation avec son propre catalogue interne de toutes les fonctions qui sont disponibles. Et la traçabilité est assurée par Git. Donc, Ouais, excellent. Ouais, non, Et ça, aujourd'hui, c'est un truc que tu as démarré il y a combien de temps, Big Functions? c'est un truc que je fais le soir, que j'ai démarré il y a 1 an et demi. Alors c'est dur hein, de faire de l'open source le soir parce que on n'est pas tout le temps disponible pour le faire. Mais c'est quelque chose que je tiens à cœur de continuer de développer. J'ai encore des idées pour la suite Ouais. pour continuer à le faire développer. Un Ouais, mais c'est exemple, chouette, c'est hein. C'est chouette ce genre de truc-là. Et aujourd'hui, tu as un peu une vision de combien j'ai d'utilisateurs, j'ai une vision assez parcellaire en fait parce que j'ai aucune visibilité sur les déploiements qui sont faits en local, ce qui sont faits chez les clients. Bah oui, Et au niveau des logs, j'ai pas de log sur tout ce qui est SQL, JavaScript, et j'ai du log sur tout ce qui est remote. Donc, d'accord. parce que je gère, il y a un système de quotas, justement, qui est très important à Big Functions, qui permet d'éviter que n'importe qui puisse payer la tier entière. C'est important, par exemple, c'est pas tant le Cloud Run qui est derrière qui va coûter cher, mais par exemple, si on appelle Google Maps, ou si on Hmm. appelle l'API de Translate de Google, c'est des API qui coûtent très cher. Et donc, on a besoin d'avoir des garde-fous et on met un système de quotas. C'est ça qui me permet de voir l'utilisation des fonctions qui sont remote. Aujourd'hui, il y a entre 30 et 40 utilisateurs quotidiens. Et il y a entre 150 et 200 utilisateurs par mois de ces fonctions. Ouais, mais cela étant, comme tu dis, c'est une vision très, très, très parcellaire, quoi. Donc, à un moment donné, tu as toute évidence beaucoup, beaucoup plus d'usage de ces fonctions qui font pas appel à ça. Donc, écoute, super projet. Mais Voilà, tu t'es pas, il y a 23 contributeurs, effectivement, il y a 500 étoiles sur GitHub. On est à 500 ouais, piles là. N'hésitez pas à mettre d'autres petites étoiles. on le Big fera, Functions. on mettra les liens dans les show notes de l'épisode
pouvoir retrouver tout ça. Mais tu t'es pas arrêté là en termes d'open source, tu as décidé d'aller sur d'autres fronts. Ouais, mais en fait, dès que j'ai des sujets, et en fait, c'est des sujets qui sont communs à tout le monde, hein, mais toutes les équipes data ont le même problème. Donc il y a les transformations de données et puis les activations de données, donc ça c'est Big Functions, mais il y a aussi la collecte des données avec Airbyte. Enfin, il y a plusieurs solutions. Soit on achète une solution vendeur type Fivetran ou Stitch Data, mais ça coûte une fortune. Soit on réfléchit à une solution open source. Il y a Airbyte qui est une des solutions les plus connues open source, qui doit avoir 12 000 étoiles sur son GitHub et qui a entre 100, 200 ou 300 même connecteurs qui sont déployés par la communauté avec des centaines de contributeurs. Et donc, mais il y a beaucoup de connecteurs, mais gérer soi-même son instance Airbyte, c'est pas si simple, sauf si on a un expert de Kubernetes. Chez Ouais, nous, chez Nickel, on fait que du serverless. On n'a jamais déployé d'instance Kubernetes et on n'a pas envie de le faire. On je vous préfère comprends. rester sur la simplicité sur le serverless. Et donc, du coup, Airbyte, c'est top, mais si on a envie de le déployer soi-même, soit on le déploie sur NVM. Et il y a des tutos pour le faire, mais c'est pas vraiment ni scalable, et puis ça peut tomber, ni très résilient. Soit on le déploie sur Kubernetes, il faut être un expert. Donc j'avais construit un petit wrapper par-dessus Airbyte qui permet qui s'appelle Airbyte Serverless, et qui permet de le lancer en local, et en fait de faire du déplacement de données de n'importe quelle source vers son data warehouse, simplement en le lançant en local. Donc, et puis après, on pourra le lancer en pouvant le déployer sur du serverless comme Cloud Run Job. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, bon, finalement, je vais enlever toute la partie orchestration, toute la partie qui nécessite de maintenir un state et tout ce genre de choses-là, et je fais juste quelque chose qui peut être invocable très facilement. Et à ce moment-là, j'ai un truc super léger qui fait Exactement. une seule tâche, qui fait pas de transformation par contre. Exactement, ouais. Le truc, c'est simple, ça fait une seule chose, ça récupère les données, ça les pousse vers le data warehouse, ça le fait en brut. Mais alors, Ah, depuis, Airbyte a réagi là-dessus, et puis ils ont eu envie de réagir aussi à cause de leur partie LLM qu'ils ont envie de pousser, et ils ont sorti très récemment PyAirbyte, ouais, c'est ça, ce que qui j'allais est dire. Ouais, ça me qui est un met un petit moyen peu de de confusion sur la chose, cette histoire de Pyrebyte. ouais, donc PyAirbyte, donc c'est un moyen c'est nouveau, hein, ça a un mois, et ça permet de manager, d'actionner n'importe quel connecteur source Python d'Airbyte pour les collecter et les mettre sur data warehouse. Donc ça répond exactement au même cas d'usage pour lequel j'avais créé Airbyte Serverless, et donc du coup les deux projets sont très proches en fait, hein. Donc qu'est-ce que il va falloir réfléchir à ce que je veux faire de plus sur Airbyte Serverless. La différence qu'aujourd'hui sur Airbyte Serverless, c'est que la configuration est gérée par du YAML, alors que Ouais. sur PyAirbyte, c'est du JSON dans le code Python. C'est une différence qui subsiste. Et Et puis, je puis, crois que PyAirbyte requiert d'écrire un script Python, absolument, ouais. Ouais. alors que toi, on peut l'invoquer en ligne de commande Exactement. en Le passant le but, fichier de conf, quoi. c'est la YAMLisation des métiers des data engineers, hein. On est passé sur du YAML pour le DBT, on est passé du YAML pour l'orchestra. Moi, j'ai fait du YAML pour le Big Functions, et là, je te disais, on va faire du YAML pour le Airbyte Serverless. Donc, toute la config se fait en YAML, et après, on a une CLI qui permet d'actionner tout ça. Non, mais enfin, à un moment donné, mais je te rejoins beaucoup sur le paradigme de, faut faire des trucs simples qui puissent être invoqués, être encapsulés dans une logique serverless, quoi. Parce que, pour le coup, c'est assez, c'est par ça que tu arrives à faire une granularité très fine et avoir des Ouais. petits morceaux de choses. Alors certes, les gens vont te dire, ouais, ça fait un éparpillement pas possible, mais au moins, t'as une vraie capacité derrière à faire que t'isoles un problème plus facilement. Exactement, tu ton problème. La Airbyte Serverless fait du déplacement de données. Si tu veux faire de la transformation, tu utilises DBT. Mais tu n'utilises pas Airbyte pour faire la transformation. Ouais. Le mélange des genres a jamais rien de bon, hein, au final, c'est En fait, ce qui est clair. difficile, ce que ça engendre, et c'est difficile, c'est que tous ces outils de déplacement de données font des transformations, et qu'après, c'est difficile de passer de l'un à l'autre à cause de ça, justement. Hmm. Ouais, c'est clair. Et, Et et aujourd'hui, j'imagine que ben, l'intégration avec DBT pour pouvoir générer la métadonnée suffisante dans les sources, les choses comme ça, c'est un truc que tu as peut-être imaginé à sur Airbyte rajouter. Serverless, Ouais, pas vraiment, parce que ce que je me dis pour l'instant, c'est que l'intérêt, c'est que je fais aucune transformation, donc ça récupère les données telles qu'elles sont dans les API.
Donc en fait, la doc des API permet pleinement de comprendre le contenu des données. Mais comment après récupérer la doc des API pour la, pour la, pour la mettre sur le data warehouse, ça non, j'ai pas regardé. Et puis, on a parlé de collecte de données à l'instant, on a parlé de la transformation de données, on a parlé avec Big Function un petit peu de la manière de laquelle on peut étendre la transformation de données et ajouter de l'activation facilement dans la donnée, en rajoutant des features supplémentaires à cette donnée. Mais dans une organisation comme la vôtre, j'imagine que l'un des challenges auxquels tu as été confronté, c'est de pouvoir diffuser la connaissance de la data auprès de plein de gens et ça t'a mis dans la tête De faire un faire, catalogue, ouais. de De faire faire un troisième produit open source. exactement, que je suis en train de lancer. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le démarrage, hein, parce que j'ai commencé il y a une semaine et j'ai déjà des choses qui tournent et qui sont sympas, mais c'est pas encore complètement pérenne. C'est le catalogue Builder. Le but, c'est Builder comme constructeur. Le but, c'est d'avoir une sorte d'alternative à DBT Docs, mais qui Ouais. puisse en plus être élargi pour pas se contenter de faire du DBT, mais qui puisse aller faire beaucoup plus de choses. Donc, DBT Docs, c'est super parce que ça permet, à partir de tous les YAML qu'on a définis sur ces transformations, de générer un site de documentation qui permet de les explorer, qui permet de voir le lineage, qui permet d'avoir un moteur de recherche. Ça marche très bien quand on a une petite organisation avec peu de modèles, mais on est très vite limité en fait quand on en a plus, pour différentes raisons. La première raison, c'est que les données sont affichées avec l'organisation qu'il y a dans DBT, qui est pas toujours la meilleure organisation. Oui. Et du coup, c'est difficile pour des personnes qui connaissent pas très bien l'arborescence de DBT de trouver en fait les informations dont ils veulent. Si on donne la DBT doc à des métiers, ils vont pas forcément réussir à trouver les informations qu'ils cherchent. Deuxième chose, c'est que bah, ça contient que les données de DBT, alors que la base, ce serait qu'on voudrait ajouter les métadonnées du data warehouse. On a envie pour chaque table, de savoir combien il y a d'utilisateurs et de savoir qui sont les Ah, utilisateurs. avoir des informations d'usage, ouais, Et effectivement. ça, on peut pas le faire avec DBT docs directement. Donc, et enfin, c'est limité aux ressources DBT, alors que dans mon portail, dans mon unique portail d'entrée de ma boîte, j'ai envie d'avoir à la fois les données, mais à la fois mettre les dashboards, les principaux dashboards qui sont utilisés, ou les utilisateurs, ou les apps, ou tout un tas de choses qui sont pas directement disponibles dans BT. Donc c'est pour ça que je me suis lancé sur le catalogue Builder. Le but, c'est de générer un site statique de documentation en utilisant un des plus gros générateurs statiques de documentation de code, qui est MKDocs, avec Ouais, un thème qui est MKDocs Material. Si on voit la doc de Fast API, par exemple, est générée par MKDocs Material. Et ouais, donc, ça en devient fait, un peu un standard ce MKDocs, hein, c'est clair, ouais. c'est un standard. Il y a des millions de développeurs qui utilisent ça pour générer des sites internet de documentation. Et pourquoi ne pas utiliser ça pour générer son site internet de documentation sur son équipe data, sur ses assets data, sur ses données, sur son DBT, sur tout ça. Donc, le catalogue builder, c'est assez simple. On va définir une liste de ressources, d'assets, avec pour chaque asset des attributs. Pour chaque asset, un pass, un chemin dans l'arborescence du site. Donc, il faut imaginer une arborescence en dossier, on va avoir le pass de cet asset dans l'arborescence. Et puis on va avoir un type. Est-ce que c'est un dataset, est-ce que c'est une table, est-ce que c'est un dashboard, ou qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est la première Et configuration. On ça a une pourrait être liste d'assets. extensible, on pourrait rajouter autre chose, Exactement. Donc se c'est une dire, liste d'assets, on peut mettre exactement ce qu'on veut. Il faut juste qu'il y ouais, ait un asset type, un pass et des attributs. ouais, À côté de ça, on a un dossier avec des templates. Ou dans ce dossier avec les templates, c'est des templates Jinja, donc qui sont maintenant connus, plus ou moins connus par les data analysts qui font du DBT. Templates Jinja qui permettent de générer du Markdown. Donc c'est du Markdown avec du formatting Jinja pour faire des boucles for ou autre. Et on en a un par asset type. Donc on en a un pour les datasets, un pour les tables, un pour les dashboards, etc. Donc ça va permettre en fait de générer un contenu Markdown pour chaque asset en utilisant ses attributs. ok. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que les gens commencent, faire du Markdown, c'est pas si compliqué que ça. C'est beaucoup plus accessible en tout cas que la doc DBT qui est à customiser, où il faudrait être un expert en Angular pour pouvoir modifier la doc C'est DBT. impossible, hein. Moi, j'ai déjà tenté d'aller rajouter un champ dans ce bazar. Là, et là, la différence, c'est que bah, si tu sais faire du Markdown, si tu sais éditer un fichier texte, tu es capable de changer le template de ton asset. Et donc, du coup, après, tout simplement, pour tous les assets de ma liste, je vais générer le Markdown au bon chemin, au bon pass, avec le template qui est donné. Et donc, du coup, ça me donne un dossier avec une arborescence de Markdown.
Et après, tout simplement, j'utilise MKDocs pour générer le site web de contenu, de documentation. Donc, c'est un projet qui est assez léger. Je pense que ça se compte en 200-300 lignes de code, mais qui est du coup très simple et qui permet et très facilement customisable, qui permet d'avoir un site statique de documentation qui, une fois qu'il va être construit et déployé, qui peut être déployé n'importe où, est extrêmement rapide, avec Ouais. un moteur de recherche qui est intégré, etc. Et Ouais, l'arborescence effectivement, aussi. j'ai un peu regardé là, et effectivement, c'est assez léger, c'est assez concis, et ça permet d'aller à l'essentiel. Et sachant que l'enjeu là, il est que aujourd'hui, tu es capable de collecter de la donnée depuis un projet DBT. Mais aussi, effectivement, nous, on va récupérer toutes les données de d'usage dans BigQuery de nos données, ce qui va permettre après de faire du boosting dans la recherche, parce que quand on cherche customer, chez Nickel, on a des centaines de modèles qui retournent customer. Bien Donc sûr. on a envie de voir celui qui arrive en haut, c'est celui qui est le plus utilisé. Donc on va pouvoir faire du boosting de recherche avec le nombre d'utilisateurs du modèle, ce qui permet de le faire apparaître en premier. Et en plus de ça, effectivement, on va éditer, on va mettre nos dashboards les principaux Hmm. qui sont utilisés chez Nickel. Et, euh, et puis les apps principales qu'on a. Enfin, c'est vraiment de la doc en fait, hein. On a un site de documentation qui comprend les assets de données. Ouais. Et si demain je veux rajouter là-dedans des informations de data quality par rapport aux résultats des Et bon, tests, on fait ce qu'on veut. Donc, voilà, je peux le rajouter facilement. Et effectivement, nous, c'est vrai que pour agréger au-dessus d'un ou plusieurs projets DBT et avoir une extensibilité du modèle documentaire, on a tendance à se dire, bon, allez, on va démarrer un open metadata. mm, Mais c'est quand même de la grosse artillerie, c'est un système de plus à manager, enfin, c'est des tonnes de choses. Pour finalement une consommation que je vais qualifier un peu de passive, on mm, a finalement peu de gens qui vont aller interagir avec et qui vont enrichir la donnée qui est dedans. C'est surtout informatif pour donner ça à des équipes qui puissent savoir ce qu'il y a comme asset de données. Et donc, c'est vrai que c'est une super bonne alternative, quoi, finalement, de refaire un peu ce qui était séduisant avec la documentation de DBT, mais en le rendant extensible et plus facilement capable de gérer une large échelle, quoi. Donc, exactement. Ouais. ouais, c'est un truc sympa pour le coup. Euh, c'est un truc sympa et effectivement, en plus, cette doc, là, tu l'as fait tourner. J'imagine, dans votre cas de figure chez vous, si on se projette, tu disais tout à l'heure que il y a, quand les gens font des modifications dans les modèles DBT, il y a une merge request Ouais, du coup, ça redéploie la doc automatiquement. Ouais. qui est validée. Tu refais tourner la doc derrière et puis Exactement. tu redéploies la doc dessus, quoi. Exactement. Et du coup, ce qui fait que avec cette approche, on est en train de se dire qu'on va mettre l'intégralité de la documentation de nos données dans DBT. Que ça soit dans BigQuery ou pas, on va mettre, par exemple, SQL Server, on récupère 300 ou 400 tables, mais il y en a beaucoup plus, il y en a 1500, je pense. Mhm. On va tout récupérer dans DBT, on va mettre toutes les sources, tous les YAML dans les sources, ce qui va nous permettre d'afficher ça dans notre portail sur l'intégralité des données de la boîte et pas que les données qui sont sous BigQuery. Et du coup, après, on va amener les développeurs euh, qui travaillent qui sont responsables des données sur SQL Server à les documenter dans DBT. D'accord. C'est-à-dire que tu vas demander aux développeurs d'aller documenter leurs sources. Hmm. Donc, ouais, de créer. C'est ce qu'on vise, on n'en est pas encore là, mais en tout Mais cas, est-ce on que tu envisage de faire pourrais ça. pas, imagine, tu as un outil qui est totalement hors, enfin, qui est pas DBT compliant, quoi. Enfin, tu peux imaginer ça. Hein. Tu as une base de données, ben, typiquement demain, tu as une base de données qui est accessible par des interfaces, mais qui est pas gérée dont la modélisation est pas gérée dans DBT. Même les sources, c'est pas jouable de mettre les sources dans DBT. Tu serais capable de te faire quelque chose qui Absolument, ouais. importe cette source third party Bah, directement pour le. si dans les tables SQL Server, par exemple, il y avait toute la documentation qui était déjà définie dans ces tables, il suffit d'aller récupérer le schéma C'est ça, et ouais. de générer le site Ouais, statique de doc par-dessus, ouais, sans problème. ouais, c'est ça. Donc clairement, non, séduisant le truc. Surtout la facilité, comme tu l'as décrivé, de faire des templates et donc Mm. de pouvoir dire bon bah moi dans mon organisation j'ai besoin de ce champ-là en plus. Euh, je vais l'ajouter et je vais être capable. Et moi, j'y vois un intérêt sur le fait de mettre un site documentaire chapeau au-dessus de plusieurs Mm, environnements de mm, data un peu mm, différents. mm. Absolument. Euh, Nous, on Et voit aujourd'hui des chaînes qui sont, par exemple,
où on fait du DBT au-dessus de DuckDB, au-dessus d'un stockage objet. Et ensuite, la data qui est générée en sortie de cette chaîne-là, elle monte dans une base de données pour pouvoir être utilisée avec des outils interactifs de reporting. Bon, bah, le lineage, on n'arrive pas à l'avoir de bout en bout, quoi. Et donc là, ça peut commencer à faire de l'intérêt d'avoir un outil dans lequel on puisse agréger les deux mondes. Alors, attention aux conventions de nommage et tout ce genre de choses-là, qui peuvent devenir très vite pénibles et casse-gueule, mais moi, je vois clairement une utilité à faire ça, quoi. C'est clair. Excellent. C'est des super projets, hein, Paul. Bah, écoute, merci Vincent. J'ai envie de dire nickel, mais ça serait... Tu peux. Ça serait exagéré et on croirait au jeu de mots. Dis-moi, question que quand on a un invité qui est pas courant dans l'épisode, c'est quoi ta veille? Tu vas chercher où tes infos, ton quotidien? Moi, je fais pas mal de LinkedIn et puis je suis sur la newsletter de Blef, de Christophe Blefari. Ah oui. Je suis pas mal aussi la newsletter de Anans, Paquil d'oreilles. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Ouais. Non mais. Je suis évidemment beaucoup GCP, donc de façon générale. Ouais, c'est clair que sur GCP, t'as quand même pas mal de ressources qui sortent et puis ils ont des équipes qui font des trucs. Même si c'est vrai que sur GCP, on entend plus parler de data, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était très sur les communications qu'on trouve autour de GCP, c'était très autour du monde du SRE et tout ça, un peu moins au niveau du monde de la data, mais ils sont bien rattrapés depuis. Bah écoute, c'était un super conversation, merci. C'était super merci chouette. À toi, ouais. Très Merci. fluide, ouais, merci. Super chouette. On va évidemment mettre tes coordonnées vers ton profil LinkedIn et puis vers les 3 projets dont on a parlé. Et puis, écoute, on te souhaite plein de réussite dans toutes ces belles initiatives et puis de continuer à faire croître le périmètre data chez Nickel. Merci beaucoup, Vincent. Je t'en prie. Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'enregistrer. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointe qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.